a voulu travailler sur ce webinaire gratuit articulé autour de la thématique suivante: la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes dans le développement de l'Afrique, cas de la Côte d'Ivoire, mais également du Sénégal. Et pour nous entretenir de cette thématique, nous avons deux illustres personnalités qui ont bien voulu accepter de partager, mais également de nous entretenir sur cette thématique. Il s'agit de M. Traoré Bamou-Dieng, directeur général de l'Agence nationale de la formation professionnelle de la Côte d'Ivoire, et de M. Sanoussi Diakité, expert en formation professionnelle et dispositif d'insertion, ancien directeur général de l'Office national de formation professionnelle. Et dans un premier temps, nous allons vous présenter nos invités, nos illustres autorités, pour que les internautes puissent savoir que ce n'est pas n'importe qui que nous avons aujourd'hui devant nous. Et ceux qui auront à nous entretenir de la question, quand même, sont connus dans ce milieu. Nous avons tout simplement d'abord le directeur général Bamou-Dieng Traoré, directeur général, comme je l'ai dit tantôt, de l'Agence nationale de la formation professionnelle de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Bamou-Dieng Traoré, directeur général de l'AGEFOP, est né le 14 octobre 1957 à Kaouara, SP de Ouangolodougou, dans la région du Tchologo. Après ses études primaires et secondaires à Bouaké, sanctionné par le baccalauréat série A, il entre à la faculté des lettres et sciences humaines à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, actuelle Université Félix Houphouët-Boigny. Il est titulaire d'une maîtrise en histoire. Il entre ensuite à l'École normale supérieure ENS, où il obtient le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire CAPES en histoire et géographie. Il a débuté sa carrière professionnelle au lycée moderne de Ferkessédougou en 1983 comme professeur d'histoire et géographie. Il a occupé successivement les fonctions de deuxième adjoint au maire de 1996 à 2001 et du premier adjoint au maire de 2001 à 2013 dans la commune de Ferké. En août 2011, il est nommé directeur de l'AGEFOP. Depuis le 13 février 2013, il est nommé directeur général de l'AGEFOP. En août 2013, il devient le premier vice-président du conseil régional du Tchologo. Depuis août 2017, il est fondateur du groupe Collège d'excellence Rostand, Institut supérieur Louis le Grand de Bouaké. Son parcours dans l'administration publique est couronné le 7 août 2014 de la distinction d'officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Le 27 décembre 2016, il a été fait officier dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Le 25 février 2017, officier dans l'ordre des Républicains. Le 21 décembre 2018, commandeur dans l'ordre du mérite de la fonction publique. L'enseignant doublé de manager passionné par la formation professionnelle depuis sa prise de fonction à la tête de l'AGEFOP
participe régulièrement aux ateliers et séminaires et anime à la demande d'opérateurs et structures de formation des conférences aussi bien au plan national qu'international. Entre autres, du 4 au 6 juillet 2017, il participe à la conférence internationale sur les compétences en mouvement, tendance globale, résonance locale, organisée par l'UNESCO, Tangshan, Chine. Du 20 au 28 août 2014, il participe à un voyage d'études en Albanie, les centres de formation BZB par alternance au métier du bâtiment dans le district du Düsseldorf. Du 12 au 21 avril 2014, il participe à un voyage d'études sur l'élaboration des programmes de formation technique et professionnelle selon l'approche par les compétences APC au CEGEC de Trois-Rivières, Canada. Du 29 septembre au 13 octobre 2013, au séminaire international sur ingénierie de formation et plan de formation, élaboration, mise en œuvre, évaluation et suivi des actions de formation au Maroc. Du 23 juin au 2 juillet 2013, voyage d'études pour le compte de l'AFPA, France. Du 9 au 21 septembre 2012, séminaire international sur le management des projets par indicateur et par résultat à Montréal, Canada. Mars 2009, atelier de formation des formateurs et promoteurs d'entreprises ONUDI. Octobre 2017, présentation du projet d'intégration de la sécurité santé au travail, SST, dans la formation professionnelle avec Eliatech. Octobre 2011, éducation, formation et employabilité du capital humain, groupe MZK, Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Monsieur le directeur général, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur Diallo. Bonjour. J'espère que la lecture a été correcte. Oui, je pense que oui, elle a été correcte, même un peu. Oui, elle a été correcte, monsieur Diallo. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Merci. Et merci également à vos collaborateurs qui nous ont vraiment facilité le travail. On a comme deuxième invité également intervenant monsieur Sanoussi Diakité, né à Kolda, sud du Sénégal. Sanoussi Diakité a effectué ses études primaires et secondaires dans sa ville natale. Après l'obtention du bac avec mention, il a intégré l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1979 au niveau de l'ESUP NCEP. Après 5 années d'études et un parcours sans faute, Sanoussi est devenu professeur de sciences et techniques de fabrication. Après 6 ans d'enseignement, d'abord à Dakar, ensuite à Saint-Louis, monsieur Diakité poursuit son 3e cycle en ingénierie de la formation au CESAC, où il obtient son diplôme d'études supérieures spécialisé DESS. Chercheur en équipement agroalimentaire à l'ITA, Sanoussi Diakité a occupé le poste de conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Enseignement technique et de la Recherche. Il a participé activement dans la réforme de la formation professionnelle et a coordonné beaucoup de projets financés par l'Agence française de développement AFD. En tant que chercheur, M. Diakité a trouvé une solution pour inventer le seul moulin à décortiquer le fonio, céréale africaine,
Cette machine a apporté un changement positif à l'humanité. Cette découverte lui a valu des distinctions dans le monde, à savoir le prix du président de la République en 1995, le Grand Prix Rolex en 1996, en tant que premier noir à avoir gagné ce prix, chevalier national du mérite agricole français, 1999, le prix du Grand Salon africain de l'invention et de l'innovation organisé par l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, en 1997, le prix Tech Award de Silicon Valley aux États-Unis, où il a été reconnu avoir inventé une machine qui sert à l'humanité, c'était en 2008. Le prix de l'innovation à l'impact social en 2013 en Afrique du Sud. Il est membre actif du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Dans le souci de soulager les paysans et d'apporter des solutions à l'humanité, Sanoussi Diakité a créé une moto faucheuse qui permet de couper le fognon, cette céréale africaine, qu'il a démontré dans son propre champ à Kolda en août 2013. Il a inventé la moissonneuse de criquets pèlerins en transformant ces derniers en aliments de pisciculture en 2020. Président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'invention et de l'innovation, Sanoussi Diakité a occupé le poste de directeur général de l'Office national de formation professionnelle, ONFP, de 2013 à 2019. Il faut également noter qu'il est le président de l'initiative DIP, Initiative Insertion Professionnelle des jeunes et des femmes du département de Kolda, également responsable politique de l'Alliance pour la République dans sa région natale Kolda. Monsieur Diakité, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Diallo. Merci de la présentation. Elle est fidèle à la réalité. Merci. Voilà. Merci. Et sans plus tarder, après ces brèves présentations, peut-être, monsieur le directeur général Bamboudjian Traoré, l'AGFOP, voilà, peut-être revenir un peu sur l'AGFOP. C'est quoi l'AGFOP? Bien, d'accord. Merci à vous, M. Diallo. Merci à tous les internautes. Merci à M. Sanoussi. Et très heureux de vous retrouver, M. Sanoussi. J'étais lors de notre rencontre à Dakar, il y a de cela quelques années. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment vous remercier pour tout le soutien à tous. Merci pour le soutien et la compassion qui a été exprimée pour le rappel à Dieu de notre Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'était le mercredi, effectivement, hier 11 mars. Et merci vraiment pour le soutien que vous nous avez exprimé à l'ensemble des participants. Alors, aujourd'hui, nous sommes appelés à vous, effectivement, pour parler de notre structure, mais essentiellement pour voir quelle pourrait être la place de l'AGFOP, comment l'AGFOP contribue effectivement à la problématique qui a été développée par rapport à notre sujet, à savoir la formation professionnelle, surtout la question de l'employabilité des jeunes dans le développement de l'Afrique. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que l'AGFOP? Je pourrais partir de cela. Il faut dire que l'AGFOP, c'est l'Agence nationale de la formation professionnelle. C'est pour nous, ici, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. On le dit EPIC, à savoir qu'une structure donc, qui, elle, a obligation de se faire des ressources propres. La structure a été créée par en 1992 et un décret est intervenu plus tard, soit en 2012, pour apporter des modifications à ces différentes missions. Alors, l'AGFOP, dans sa présentation, j'espère, l'AGFOP est sous tutelle du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Nous la définissons tout simplement comme un organisme de prospection et d'ingénierie. Un webinaire. Ça va? Oui. Est-ce que vous pouvez fermer, s'il vous plaît, vos micros là? Motorola, One Vision. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Oui, DG. Alors, donc, je continue pour dire que la mission essentielle de l'AGFOP ici est de soutenir le développement économique en mettant en place tout ce qui est démarche, tout ce qui est outils nécessaires, effectivement, pour une meilleure qualification de toutes les ressources, de toutes les franges de la population en âge de travailler. Comme je l'ai dit, c'est un cabinet d'ingénierie de formation. Mais à cette mission d'ingénierie de prospection s'est ajoutée à partir du décret de 2012 une autre mission qui fait de l'AGFOP un opérateur de formation. Alors, si je vais évoquer les différents organes de mise en place pour sa gestion, on a un conseil de gestion, on a une direction générale constituée de 2 organes opérationnels, à savoir le département de l'ingénierie et de la formation et le département de marketing prospection avec un service d'appui qui est le service administratif et financier. Mais pour une meilleure compréhension de cette mission, je voudrais peut-être me mettre à traduire certains nombres d'activités, certaines missions, certaines activités menées par l'AGFOP dans le cadre des formations et insertions qui pourraient en partie toucher notre sujet. Il faut dire qu'au sortir de cette crise essentiellement en 2012, et bien avant cela, l'AGFOP a déployé un certain nombre de programmes de formation et insertion des jeunes gens avec l'appui effectivement du PGDEC, qui était le programme d'emploi jeune et développement de compétences. Mais en dehors de cette activité, il faut dire que l'AGFOP aussi intervient dans l'élaboration des référentiels de formation. Et là, c'est ce que nous avons appelé à accompagner certaines structures en termes de les accompagner dans le cadre de leur professionnalisation. Je prends un peu la filière agricole telle que la filière EVA, que nous avions accompagné par l'élaboration d'un certain nombre de référentiels de formation afin d'arriver à une professionnalisation des acteurs de ces différents secteurs. À cela, je pourrais ajouter encore comme autre activité liée à nos prestations, des formations essentiellement en entrepreneuriat. Voilà donc succinctement présenter les différentes missions qui pourraient être d'entrée de jeu, que là je pourrais conduire au quotidien avec ces différents partenaires. Merci DG pour cette présentation qui nous permet quand même de nous familiariser avec l'Agence nationale de la formation professionnelle, la Côte d'Ivoire, l'AGFOP, qui est donc un établissement public à caractère industriel et commercial, donc EPIC, hein, placé sous la tutelle du ministre de la formation professionnelle, si je ne me trompe. Exact. Voilà, merci. DG Sanoussi, est-ce que vous pouvez faire la même chose pour nous en nous présentant l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle? Merci. Je présente l'ONFP, même si je ne suis plus le directeur général. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis 2019, je ne suis plus. Mais comme j'y étais depuis pendant 7 ans, directeur général, donc je me permettrai effectivement de présenter l'Office national de formation professionnelle où j'ai vraiment servi l'État. Alors, l'Office national de formation professionnelle. Nous, on ne vous attend pas. Abidjan n'entend pas. Hein? Ah, d'accord. DG. Oui. DG, on ne vous entend pas. Hein? Abidjan n'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? DG, c'est bon là-bas? Abidjan, c'est bon? Oui, on va reprendre là parce que là, on n'entendait pas du tout. Voilà, DG, donc s'il vous plaît. Vous m'entendez maintenant? C'est bon, oui. Veuillez reprendre alors. C'est ça aussi, oui. Voilà. Oui, c'est bon. DG, veuillez reprendre, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je disais que je prenais la parole en tant qu'ancien directeur général de l'Office national de formation professionnelle. Je me permets de présenter l'ONFP parce que j'y ai travaillé, mais je n'ai pas, aujourd'hui, je ne suis plus le directeur général. Mais étant donné que j'y ai travaillé, je peux présenter l'ONFP du point de vue institutionnel. Alors, l'Office national de formation professionnelle est, comme l'AGFOP, un établissement public à caractère industriel et commercial.
créé en 1986 avec des missions assez élargies, mais qui couvrent 5 domaines d'intervention. D'abord, la formation, ensuite la recherche, la maîtrise d'ouvrage, délégué de construction de centres, et également la production de manuels de formation professionnelle et la certification. L'Office national de formation professionnelle est un outil au service des branches professionnelles en matière de qualification. Cela veut dire que l'Office national de formation professionnelle assure la reconnaissance de qualification pour des demandeurs d'emploi ou des travailleurs selon les conventions, selon les catégories professionnelles des conventions collectives de branche. L'Office national de formation professionnelle donc agit dans ces différentes branches que je viens d'indiquer et donc exécute en la matière sous la tutelle technique du ministère en charge de la formation professionnelle et la tutelle financière du ministre en charge des finances. L'ONFP tire ses ressources essentiellement de la CFCE, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, qui est une taxe qui regroupe une taxe composite, mais qui comprend également ce qu'on appelle la taxe à la formation professionnelle. Donc, l'ONFP reçoit une dotation en CFCE chaque année selon un pourcentage déterminé par la loi de finances. L'ONFP a faculté à générer des ressources et donc à faire de la prestation en termes d'études ou de mise en œuvre de programmes de formation pour divers acteurs. Les cibles avec lesquelles l'ONFP travaille, c'est un spectre assez large puisque ça comprend les entreprises, mais aussi les chambres consulaires, l'administration évidemment, mais aussi l'ensemble des acteurs du secteur productif, qu'ils soient privés ou publics. L'Office national de formation professionnelle soutient également les demandeurs individuels d'emploi. L'Office organise des formations qualifiantes débouchant sur des titres professionnels. Ces titres professionnels sont adossés à des référentiels qui correspondent aux catégories professionnelles des conventions collectives de branche. Je voudrais, tout ce que je dis là, j'ai eu l'honneur de recevoir la visite du directeur général, M. Bamoudien Traoré, et qui nous a fait l'honneur de rendre visite à Dakar et avec qui nous avons eu de très fructueuses discussions sur la formation professionnelle et nous avons trouvé entre l'AGEFOP et l'ONFP des similitudes et des convergences et il y avait même un plan des perspectives de collaboration et de partenariat qui avait été posé, mais je pense que c'est des axes de travail qu'il faut absolument développer, puisque effectivement, nous pouvons développer des synergies d'action entre l'AGEFOP et l'Office national de formation professionnelle. Et comme l'AGEFOP, l'Office national de formation professionnelle n'est pas une institution de financement. C'est un organisme qui assume des fonctions techniques et pédagogiques. Voilà ce que je peux dire.
Je m'en arrête là. Il y a beaucoup de choses à faire, à dire sur l'ONFP, mais je pense qu'en termes de présentation... Monsieur Diallo. Oui, DG, Diallo, si vous me permettez. Oui, je vous en prie, DG. Je voulais apporter une précision. Effectivement, M. Diakité Sanusi l'a dit tout à l'heure. Tout à fait. Alors, en Côte d'Ivoire, nous lui avons rappelé en son temps, lors de notre visite, nous avions connu aussi l'existence de l'ONFP au niveau de la Côte d'Ivoire. L'ONFP a également existé avec des missions multiples, mais elle a été dissoute en 1992 et ces prérogatives qui lui étaient donc dévolues ont été reparties, divisées à 3 structures, à savoir l'AGEP, dont la mission est aujourd'hui conduite par l'Agence Emploi Jeunes, en ce qui concerne l'étude et la promotion de l'emploi. L'AGEFOP donc prenait la mission de l'ingénierie de la formation et le FDFP pour le financement de la formation professionnelle. Donc, ces 3 entités ont existé, n'ont pas existé, mais ont vu leur mission être définie après la dissolution de l'ONFP. C'est cette précision que je voulais apporter, parce que notre histoire aussi a connu l'existence de l'ONFP, qui s'en est allée en 1992 en laissant ses missions à 3 structures, à savoir l'AGEP, aujourd'hui l'Agence Emploi Jeunes, l'AGEFOP et le FDFP. C'est la précision que je voulais apporter pour la poursuite du débat. Merci DG, la précision a été de taille et je pense que dans les débats, c'est une discussion quand même qui s'annonce bien mais également fructueuse. Alors, en entrée de matière, monsieur le DG, l'Afrique compte plus de 420 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Et c'est un chiffre qui devrait passer de 830 millions d'ici à l'horizon 2050. Et chaque année, c'est entre 10 à 20 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail. Il est donc impérieux, voire nécessaire, de transformer cette puissance démographique en dividende économique. Et c'est justement cela qu'a compris donc l'Agence de marketing social et de développement humanitaire, d'événements humanitaires ACDI, parce qu'on ne saurait régler ces questions sans pour autant passer par donc une formation professionnelle qui est adaptée, mais également répondant aux besoins de la jeunesse, d'une part, et d'autre part, articulée autour des enjeux, mais également besoins du marché. Et aujourd'hui, par rapport donc à la thématique d'aujourd'hui, d'emblée, quelle est l'appréciation déjà qu'on peut faire sur la formation professionnelle pouvant favoriser donc l'employabilité donc des jeunes dans une Afrique en pleine mutation? DG Bamoudian Traoré. Bien. Alors, nous entrons de vue dans le sujet, à savoir vraiment la question de la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes dans le développement de l'Afrique tel que vous l'aviez formulé. Déjà, il faut le dire, hein, donc, dans la formulation même du thème, nous avions, moi, à notre niveau, nous avions eu 2 observations essentielles. La première, c'est qu'en réalité, la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes sont ici présentées comme des réalités auxquelles, comme si les réalités que nous avions étaient vraiment des expressions qui étaient cloisonnées. Or, à la réalité, ils ne peuvent évoluer séparément. Lorsque vous constatez, il convient de noter ici une dépendance logique entre les deux, à savoir la formation professionnelle, car c'est par la formation professionnelle que l'employabilité des jeunes est possible. Donc, comme nous l'avions présenté tout à l'heure, les 2 questions sont fondamentalement liées. De quel dispositif disposons-nous donc pour répondre à cette problématique, à faciliter, à favoriser l'insertion des jeunes? C'est ça. Dans un premier temps, le recours que nous avions, l'analyse porte essentiellement sur les dispositifs existants. Au niveau de notre pays, à savoir la Côte d'Ivoire, la formation professionnelle comme moyen
d'employabilité des jeunes est une question vitale qui, elle, effectivement, trouve sa solution dans un dispositif national qui est le secrétariat d'État. Le dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se présente comme un espace de l'employabilité des jeunes pour les besoins de l'économie du marché. Certes, il faut reconnaître que ce dispositif a une histoire. On va remonter depuis la période de 1957 où, pour la première fois, avant même l'indépendance, il a été mis effectivement un ministère de l'enseignement technique qui va par la suite évoluer avec les indépendances pour un ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le dispositif va mettre en place au niveau opérationnel un certain nombre de structures. Et à l'analyse de ces structures aujourd'hui, si nous voulons en faire une présentation, nous dirons qu'on se retrouvera à peu près avec, au niveau des structures publiques de formation qui ont été mises en place, les établissements publics de formation sont au nombre environ de 63 et se répartissent à des lycées, ainsi de suite. Et nous avions aussi des structures publiques d'intervention en milieu rural qui sont au nombre de 13 et se présentent comme des unités mobiles et des ateliers d'application. On a environ 634 établissements et cabinets privés de formation qui sont agréés par l'État. En d'autres termes, un dispositif existe. Le système, donc, offre plusieurs filières de formation. Mais la question essentielle réside par moment dans ce que nous présentons, les offres de formation et les besoins exprimés par les entreprises. Alors, lorsque nous arrivons à cela, cela nous amène donc à observer les jeunes et c'est une situation très évidente. Vous avez examiné tout à l'heure le nombre des jeunes, 35% d'Africains, effectivement. Mais à l'analyse de ce nombre, mais la remarque, elle est évidente. Il y a un nombre important de jeunes, il y a des offres qui sont faites par nos structures de formation, mais les entreprises aussi sont dans une logique d'attendre, sont dans un besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc, se pose évidemment la question simplement, comme on le dit partout ailleurs, d'une inadéquation entre la formation et l'emploi. Alors, la perspective qui s'inscrit en Côte d'Ivoire, nous nous sommes inscrits depuis bien longtemps, donc depuis 2009, et c'est ça encore, dans un rapprochement entre le secteur privé, dans un partenariat entre le privé et le public, à savoir donc mettre en place un cadre paritaire public-privé afin effectivement de pouvoir répondre aux besoins de main-d'œuvre exprimés par les entreprises. Je pense que c'est cette ouverture-là que nous avions entamée dans un processus d'étudier, d'élaboration, de structurer l'économie en branches professionnelles. On retient 12 branches qui seront organisées. Les besoins de ces branches seront définis et en fonction de cela, des curricula de formation seront mis en place pour apporter effectivement des réponses aux besoins des entreprises. Nous disons de façon simple que la formation doit être une réponse aux besoins des entreprises, pas forcément aux besoins d'une certaine jeunesse, mais aux besoins des entreprises pour favoriser l'insertion de ces jeunes. Monsieur Diallo, je voudrais m'arrêter dans un premier temps sur cette question. Espérer que nous nous sommes compris pour la poursuite des débats. Tout à fait. Merci DG. Notez tout simplement qu'au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, qu'il y a donc 503, si mes notes sont bonnes, 503 établissements qui existent déjà, 13 unités mobiles donc de formation, 634 établissements de formation donc pour un dispositif qui existe et 12 branches professionnelles. Je ne sais pas si le résumé est bon sur les chiffres, j'ai bien noté. Non, on a 13 branches professionnelles. L'économie est structurée en 13 branches professionnelles dans le cadre de la réforme. De la réforme, voilà, 13, voilà. 13 branches professionnelles. Donc, merci DG. Alors, DG Sanoussi, quelle est la situation qui prévaut donc, au Sénégal au regard maintenant de ce besoin et également le nombre de jeunes Africains âgés de 15 à 35 ans qui arrivent chaque année au marché donc, du travail? La situation du Sénégal
n'est pas différente de la situation des autres pays africains en matière d'emploi des jeunes. Et ce que vous avez indiqué comme situation générale se voit aussi dans la situation spécifique du Sénégal. Selon une note pour le groupe consultatif du Sénégal en 2014, dans le cadre du plan Sénégal émergent, la population potentiellement active de 15 ans et plus est passée de 5 678 497 en 2002 à 7 521 493 en 2011, soit environ 205 000 nouveaux demandeurs d'emploi potentiels en moyenne, annuellement, avec un taux d'accroissement moyen annuel de 3,2, comparativement au taux d'accroissement de la population qui est à 2,2%. Donc, la population potentiellement active croît plus vite que la population globale. Et cela induit une pression sur le marché du travail. La situation de l'emploi, de manière générale au Sénégal, c'est que pour les jeunes, c'est une prédominance de l'informel et de l'auto-emploi. L'informel, c'est-à-dire le secteur non structuré. L'auto-emploi, qu'il soit rural ou informel ou artisanal, représente 85% de l'emploi. L'emploi salarié est à 15%. Cet auto-emploi-là, qui est la prédominance de l'emploi au Sénégal, est installé dans une logique de survie et de précarité. Et les raisons ont été identifiées par de nombreuses études. C'est la faiblesse des revenus et le sous-emploi qui fait qu'il y a la précarité. Mais cette faiblesse de revenus et ce sous-emploi-là, les causes explicatives ont été identifiées également par des études et il en ressort que essentiellement, c'est la qualification qui manque aux jeunes. Les jeunes de 15 à 34 ans représentent jusqu'à 60% de la force de travail. Seuls 9% des jeunes travaillent dans le secteur formel. Donc, ils disposent d'un contrat de travail. 9% des jeunes. 6% seulement ont un contrat de travail écrit. Donc, comme je viens de le dire, c'est aujourd'hui, il est estimé à près de 300 000 ceux qui tentent d'entrer sur le marché du travail et on considère que d'ici 2025, ce chiffre sera porté à 400 000. Face à cela, le dispositif de formation professionnelle et d'enseignement technique mis en place par l'État absorbe que 7,7% des personnes qui ont achevé le cycle d'enseignement de base, chiffre datant de 2017. Et cette couverture n'a augmenté que légèrement, de 1 point, depuis 2015. Donc, 2015, c'était 6,7. 2017, 7,7 à peu près. Donc, ça n'a avancé que d'un point. Donc, la formation professionnelle, l'enseignement technique absorbe très peu de public par rapport à la masse de jeunes
qui frappent à la porte du marché du travail. Et cela amène donc à induire ou à expliquer ce manque de qualification. Le dispositif censé prendre en charge la question de la formation a une capacité d'accueil qui est environ à 7,7% des personnes qui ont achevé le cycle fondamental. Donc, c'est ça la situation. Je reviendrai plus tard sur les initiatives qui ont été prises par l'État pour juguler ces difficultés et ces contraintes en matière de prise en charge de la question de l'employabilité et de l'emploi des jeunes. Et ce que monsieur le DG Traoré a dit tout à l'heure est tout à fait avéré du point de vue de la relation qui existe entre l'employabilité et la formation professionnelle ou la qualification professionnelle. Il est évident que la formation, l'employabilité a été définie par l'OIT comme une aptitude. La qualification professionnelle aussi est une aptitude. Mais c'est la qualification professionnelle qui conditionne l'employabilité. L'employabilité, selon l'OIT, est l'aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter aux changements tout au long de la vie professionnelle. L'employabilité dépend des connaissances, des qualifications et des comportements qu'on a, de la façon dont on s'en sert et dont on les présente à l'employeur. Voilà les paramètres de l'employeur. Et on voit bien donc que, comme on l'a dit, l'employabilité dépend des connaissances, des qualifications. Donc les qualifications sont des conditions, une condition à l'emploi. Donc c'est indissociable de la formation parce que c'est la formation professionnelle qui prend en charge. Vous pourrez revenir sur le concept aussi de la formation professionnelle parce que là aussi, il y a quelquefois des problèmes de définition du champ, du périmètre de la formation professionnelle et cela rend difficile la mesure de performance puisqu'on ne s'adresse pas généralement selon d'un pays à l'autre, on ne s'adresse pas au même périmètre. Et cela ajoute à la difficulté de visibilité donc, sur les enjeux de la formation professionnelle et la prise en charge de sa spécificité. Merci DG pour ces éclaircissements. Alors, comme l'a dit le DG Bamoudian Traoré, disons que c'est indissociable, hein, la formation professionnelle et l'employabilité. Mais aujourd'hui, comment comprendre aujourd'hui le fait que cette jeunesse africaine, sénégalaise et ivoirienne, qui chaque jour que Dieu fait, réclame de l'emploi? Où se trouve le blocage? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez conseiller ces jeunes-là pour qu'ils puissent effectivement avoir les formations ou la qualification adéquate pour les permettre de pouvoir s'insérer? Monsieur Traoré. Alors, se pose donc la question des contenus de formation. De façon générale, des programmes, est-ce que nos programmes de formation répondent essentiellement aux besoins de nos économies? Je pense que si on pourrait rentrer sur cet aspect pour faire une approche. Alors, à l'histoire, si nous nous rentrons dans l'histoire que nous avions connue pour la Côte d'Ivoire, je parle du fait des premières périodes des indépendances, effectivement, il y a des bases qui avaient été mises en place. Nous avions assisté à la mise en place d'un certain centre de formation professionnelle.
Et à notre sens, ces formations professionnelles ont évolué au même rythme ont évolué pour une certaine période. Jusqu'à la première décennie, les choses marchaient assez très bien. Je pourrais dire que jusqu'au niveau des années 80, notre dispositif de formation pendrait donner une réponse adéquate aux besoins des entreprises. Mais par la suite, comme on peut le constater, la croissance économique s'est faite beaucoup plus vite que le développement de notre dispositif de formation. Ça, il ne faut pas le rejeter. Il y a eu un rythme accéléré au niveau donc de l'évolution de l'emploi par rapport véritablement à la formation. Certes, que dans tout système, effectivement, on aura une évolution qui ne se fera pas de façon... Il n'y a pas, je dirais, l'évolution ne se fait pas au rythme, même dans les pays développés, la question de l'emploi va évoluer beaucoup plus rapidement. La formation vient donc comme une réponse à cette évolution. Mais pour ce qui concerne nos différents États, je parlerai particulièrement de ce qui est du cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui assisté à tellement de crises. Nous avions assisté à une croissance démographique qui était tellement forte que le dispositif, effectivement, n'a pas pu apporter une réponse à cette croissance démographique. De deux. À cela aussi pourrait s'ajouter le fait que, je parlais du dispositif, c'est dans un premier temps, mais il va aussi de soi que le matériel de formation est devenu assez vétuste. Il y a tellement de considérations qui interviennent au niveau des centres, si bien qu'aujourd'hui, nous avons tellement pris conscience de cette inadéquation, de cette rupture entre nos contenus de formation que nous sommes arrivés véritablement à élaborer ce que nous avions défini comme étant la réforme, afin de pouvoir donc analyser les besoins des entreprises. La formation devrait être en phase réelle avec les besoins des entreprises. C'est, à mon sens, ce qui a manqué à notre dispositif de formation. On a eu un moment où, véritablement, avec la croissance, on s'est laissé aller, et si bien qu'aujourd'hui, à observer la situation, vous constatez que les entreprises, dans leur évolution, sont à la recherche de main-d'œuvre par moment, mais les produits de l'enseignement, de la formation professionnelle, semblent ne pas être une réponse à leurs besoins. Voilà un constat que nous faisons. Alors, la réponse, comme je l'avais dit tout à l'heure, véritablement, va se trouver dans ce vaste programme qui a été déclenché. Un vaste programme qui a été déclenché où les contenus de formation vont être repensés. Et c'est pour cela que nous, au niveau de l'AGEFOP, en tant que cabinet d'ingénierie de formation, parce que notre difficulté réside au fait que les programmes de formation, ça, il était bon quand même que je le précise, hein, les programmes de formation ne sont pas le fait de l'AGEFOP. En d'autres termes, l'AGEFOP, qui est l'agence, le cabinet d'ingénierie de la formation, paradoxalement, ne participe pas. C'est un dispositif qui a été inscrit. Il y a le cabinet avec la direction de la pédagogie. C'est elle qui est chargée de l'élaboration des programmes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est question de pouvoir tout remettre sur, tout remettre sur le tas, réenvisager une nouvelle discussion, de sorte que chaque structure, notamment l'AGEFOP, puisse véritablement jouer son rôle dans l'élaboration des programmes, dans l'élaboration des référentiels de formation, de sorte que nous puissions avoir des formations qui puissent être une réponse aux besoins des entreprises. Vous saviez, je vais vous donner un exemple qui m'a fait bien rire un moment, où nous avions rencontré certaines structures qui nous disaient qu'elles formaient des agents qui devraient être spécialisés dans la lutte contre la pauvreté. Voilà un peu un thème qui était avancé. On forme un BTS de lutte contre la pauvreté. Mais quel est le contenu de ces formations? À quoi répond-il? C'était véritablement ces difficultés que nous avions. Donc, nous pensons véritablement que si nous voulons être en parfaite harmonie, si nous voulons véritablement réaliser une insertion réussie, il faut que les formations puissent être une réponse formelle aux besoins des entreprises. Il faut réviser tout cet ensemble afin que véritablement l'ingénierie de formation, qui est la phase d'analyse, puisse avoir sa capacité de mettre en place des dispositifs de formation et de mettre en œuvre effectivement, et de mettre en place une formation de qualité. J'entends par une formation de qualité, une formation qui, in fine, va permettre une adéquation entre la formation et les besoins de l'entreprise. C'est cette démarche
que nous pensons qui permettra de développer l'employabilité et favoriser l'insertion des jeunes. Déjà, peut-être rester avec vous par rapport aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui veulent s'adresser par exemple à l'AGEFOP ou l'entrepreneur qui veut s'adresser à l'AGEFOP, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'AGEFOP peut offrir à ces jeunes-là qui n'ont pas accès à l'information, qui n'ont pas accès aux opportunités? Qu'est-ce que vous offrez à ces jeunes Ivoiriens ou à ces jeunes entrepreneurs? Alors, en termes d'offres de formation, c'est compliqué pour ce qui est de l'AGEFOP. Je l'ai dit, d'autres cibles, c'est vraiment une cible qui est assez définie. La cible, c'est des personnes sans qualification. C'est des programmes que nous mettons en place, soit avec l'aide des appuis, avec l'appui des bailleurs extérieurs, ou même avec l'appui de l'État, pour la mise en place d'un certain nombre de projets de formation. L'essentiel que nous avons conduit comme activité de formation aujourd'hui, c'est à vaste dimension, à une échelle assez importante, c'est des formations par apprentissage que nous avons conduites. La question de l'insertion, parce que c'est elle qui se pose la plupart du temps, est confiée à d'autres structures. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait l'ONFP qui a été scindé en 3 structures. L'AGEFOP s'occupe particulièrement de la question de la formation, c'est le cabinet d'ingénierie de la formation. La question d'insertion et de l'emploi est portée par l'AGEP, l'ex-AGEP, aujourd'hui l'Agence Emploi Jeune. C'est elle qui définit les opportunités d'emploi. Et puis, il y a le FDFP, qui est le Fonds de développement de la formation professionnelle, qui, elle, apporte le financement. Voilà donc 3 entités qui entrent dans le cadre d'une collaboration. Chacune des structures apporte la réponse à la situation qui doit être la sienne particulièrement. Merci DG Sanoussi. La question effectivement, on ne peut pas dissocier la question de la formation et de l'employabilité des jeunes. Et comme je l'ai dit, et comme effectivement on l'a dit au niveau africain, c'est pratiquement des 10 à 20 millions de jeunes qui arrivent au niveau du marché du travail. Aujourd'hui, quelle réponse peut-on apporter ou servir à ces jeunes-là qui vraiment ont besoin d'insertion, ont besoin d'un boulot? Voilà. Moi, je pense que il faut considérer les données du problème et envisager les mécanismes de solution. D'abord, en parlant d'adéquation formation-emploi, j'ai toujours préféré l'expression articulation formation-emploi. Parce que l'économie étant dynamique, il faudrait créer de l'articulation, l'imbrication de la formation, vous pouvez fermer votre... Vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. L'imbrication entre la formation et le monde productif. Il y a 200 000 demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché du travail. Pour qu'ils puissent trouver du boulot, on vient de le dire, il faudrait qu'ils aient de la qualification. Mais comment? Pour donner de la qualification, il faut s'adresser aux dispositifs de formation. Mais les dispositifs de formation produisent chaque année un nombre très éloigné de du nombre de jeunes venant sur le marché du travail. Très éloigné parce que, si je prends l'exemple du Sénégal, en termes de formation professionnelle formelle, avec des diplômes formels, CAP, BEP, BT, BTS, et peut-être même les formations aujourd'hui professionnalisantes dans l'enseignement supérieur, vous êtes loin, très loin de 200 000 récipiendaires. Donc, il existe un gap. Ce gap-là est à combler. Ça, c'est au niveau des bénéficiaires. Au niveau maintenant du secteur productif, qui doit les absorber. Quelle est la situation? La situation est caractérisée par une prédominance de l'entreprise informelle
de l'artisanat et de l'agriculture informelle. Notre économie est portée par ces initiatives